Pour cette première table ronde matinale intitulée Seconde peau, autour du travail de Céline Clanet, que j'invite à nous rejoindre, nous aurons le plaisir d'écouter plusieurs scientifiques issus de plusieurs institutions basées à Toulouse et ailleurs. Pour la modération de cette table ronde matinale, j'invite Andréina Debé, rédactrice en chef adjointe, directrice photo du magazine Science et Avenir, à nous rejoindre, Science et Avenir, la recherche. J'invite Brian Aiello, chef du laboratoire de taxidermie du Muséum d'Histoire naturelle de Toulouse et naturaliste de l'ours Caramel. J'invite Clément Biroust, post-doctorant, Sciences du passé, projet Oxy-Animaux, recherche sur la relation entre les humains et les autres animaux au Paléolithique supérieur, dans les Pyrénées, au laboratoire Trace. Et j'invite Marie Descottes, doctorante au laboratoire Trace également. Un invité surprise s'est glissé sur cette table ronde matinale. Il s'appelle Michel Poivert, historien de la photographie, historien de l'art de l'Université Paris 1 Sorbonne. Merci à vous. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là. Je vais commencer vite parce que nous sommes nombreux autour de cette table. Je m'en réjouis. Le travail de Céline Clanet, elle va nous en parler, mais avant de lui céder la parole, je dois une explication aux photographes qui étaient là avec moi hier soir, parce que j'ai parlé à propos de leur présence à la résidence, et pas que la leur, de Clan des Perchés. Alors, il y a pas, ça les a fait beaucoup rire, mais on doit cette définition à la marraine, à Catherine Jandel. Je l'ai répété chaque année, je ne vais pas y déroger, c'est la dernière année. Donc Catherine Jandel, qui est un personnage vraiment extraordinaire, humainement et professionnellement. À la question, Catherine, en quoi tu vois le lien entre les chercheurs et les artistes? Elle m'a répondu, les chercheurs, c'est des perchés, et puis les artistes, c'est des perchés, et là-haut, on se retrouve. Donc, ici, c'est le clan des perchés. Maintenant, je vais vous dire ma perception de la genèse du travail de Céline. Ceux qui me connaissent, celles qui me connaissent savent que j'ai toujours envie de m'amuser. Donc Céline m'a raconté un petit peu comment elle a structuré son travail. Elle me dit, j'ai eu la résidence 1+2, c'était super. Et là, je me dis, qu'est-ce que je vais faire? Alors, Toulouse, Pyrénées, ours. La résidence est en février-mars. L'ours, qu'est-ce qu'il fait en février-mars? Il dort, l'ours. Donc l'ours dort. C'est super, je vais faire un travail sur un animal qui n'est pas là, qui est absent. Ce qui a dû réjouir Philippe, il a dû se faire des cheveux. Il me dit, super, un travail photographique sur un objet qui n'est pas là. Alors, le défi ne pouvait pas être plus complet. Et la question a été, qu'est-ce qu'on fait d'un animal qui est absent? Là, je lui cède la parole parce que son travail est structuré en 3 volets qui ont un lien évidemment très profond, et dans la diversité, ce lien se maintient. Merci d'être là. Et puis je voulais remercier avant tout Philippe qui m'a invité à faire cette résidence, qui m'a donné totale carte blanche, et c'est pas toujours le cas. Donc il a eu confiance en mon travail. Donc merci Philippe. C'était vraiment une super opportunité, et ça m'a permis de développer un travail, comme tu l'as dit Andréina, avec des sauts de puce. Voilà, qu'est-ce que je vais faire? Voilà, l'ours, ça c'est quand même c'est l'animal emblématique pour moi des Pyrénées, du Sud-Ouest. C'est vraiment vers là que je me suis dirigée tout de suite. Et effectivement, j'ai commencé à faire des recherches parce que j'ai vite compris avec la période de la résidence, comme tu l'as dit, que je ne verrais pas d'ours. Ceci dit, entre parenthèses, même si ça avait été dans une période à ours, on va dire, j'en aurais pas vu non plus. C'est un animal qui est très secret, qui est très mystérieux et qui s'éloigne de nous autant qu'il le peut. Donc j'ai commencé à rechercher, je me dis, mais voilà, c'est quoi, qu'est-ce qu'on fait de l'idée d'un animal, d'un grand prédateur, de ce grand prédateur quand il n'est pas là. Et j'ai commencé à trouver des pistes. C'est toujours comme ça quand on commence un travail, on cherche, enfin en tout cas moi je travaille comme ça, je brosse très large. Et j'avais comme un rhizome de pistes à explorer. La préhistoire, elle s'est imposée tout de suite, parce qu'on a une longue histoire avec l'ours,
On en parlera plus précisément avec Clément et Marie. Mais c'est une histoire très très ancienne qu'on a avec cet animal qui a un statut très particulier dans l'imaginaire humain, dans notre bestiaire imaginaire. C'est un animal, vous en parlerez, hein, qui est étrangement très peu représenté dans l'art pariétal, par exemple. C'est à 2%, je crois, des représentations, qui sont surtout des grands herbivores. Mais l'ours, pourtant, il est présent dans les imaginaires. Et puis, c'est un animal avec lequel on a toujours eu un rapport très particulier, parce que c'est un animal qui nous ressemble. Il y a un anthropomorphisme chez cet animal qui est très troublant. C'est un animal qui se tient debout. L'ours brun, debout, il fait la taille d'un homme. Il mange comme nous. On dit d'ailleurs, hein, c'est toi qui vas nous en parler, qu'il a des pieds et des mains. On parle de cette anatomie-là quand on parle d'un ours. Donc il y a vraiment une proximité avec cet animal qui est extrêmement troublante. C'est un animal qui a peuplé nos imaginaires. On pourra peut-être aussi parler avec Clément de tout le folklore autour du culte potentiel de l'ours ou pas. Mais à travers le monde, il y a un culte de l'ours qui existe encore aujourd'hui. Donc, voilà, en tout cas, le volet préhistorique s'est imposé tout de suite. Et en cherchant, je me suis rendu compte qu'on avait occupé les mêmes espaces. On parlera de l'ours des cavernes, qui est l'ours qui est dans toutes les... Ben voilà, là, par exemple, c'est une griffade d'ours des cavernes. Donc, c'est un animal, en fait, qui était présent sous forme de traces. Et ça, on en parlera avec Marie. Qui était présent sous forme d'empreintes, qui était présent sous forme de bauges, dans les grottes. Donc les bauges, c'est les couchages de l'ours des cavernes. Donc c'est un animal, quand Sapiens est rentré dans les grottes, il a vu des traces d'un animal qui était déjà disparu, en tout cas pour la période qui nous intéresse. Donc il savait qu'il avait affaire à un animal qui était grand, parce qu'il voyait les griffades étaient larges et longues, mais il ne savait pas de quel animal il s'agissait. Il se doutait que c'était certainement comme un ours, parce qu'il y avait des ours bruns déjà à l'époque, mais il ne savait pas de quel animal il s'agissait. Et pourtant, dans les grottes, il s'est réapproprié les griffades. Il y a eu cette espèce de concomitance, de communauté fantôme, comme dit Clément, entre les traces humaines et les traces ursines. Il y a des gravures que j'ai photographiées, que vous verrez peut-être, on en parlera le long du PDF. Mais il y a par exemple dans la grotte de l'Alden que j'ai photographiée et qu'il y a dans le livre, un mammouth qui est fait à partir de griffades ursines. Et qu'un humain a simplement fait comme ça la silhouette du mammouth et le pelage, ce sont des griffades ursines. Alors j'avais oublié de dire que je vous prie de respirer de temps en temps, comme ça moi ça me permet de vous interrompre. Et donc je vais interrompre une seconde. Que de la préhistoire. Hein. Non, mais parce que en fait, je pense que c'est peut-être bien par rapport justement à la présence des différents interlocuteurs que ces trois volets sont l'un sur la préhistoire et donc les grottes, la présence et plutôt même les interactions entre les humains et un ours des cavernes qui n'avait pas connu. Un deuxième volet qui est un volet un peu plus ethno, mais qui parle encore de cohabitation parce qu'il s'agit des fêtes qui sont consacrées à l'ours et qui sont des fêtes cultuelles qui retrouvent rituellement cette relation à l'ours. Et une troisième partie que Céline a travaillé avec Brian Aiello, qui est taxidermiste au Muséum d'histoire naturelle de Toulouse. Les deux doctorants, donc Clément Biroust et Marie Descottes, ont travaillé les deux sur Marie plus spécifiquement sur les griffades et sur leur signification et l'interaction avec les humains, et Clément de la même manière. On va faire défiler les images, mais j'aimerais que Marie prenne la parole là pour nous parler de cette histoire de relation entre les griffades des ours des cavernes et des humains qui ne l'ont pas proprement connu, mais qui sont allés sur ces traces et qui ont interagi avec. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je m'appelle Marie Descottes. Je suis actuellement en thèse au laboratoire Traces à Toulouse. Effectivement, moi, je travaille sur une thèse qui va porter sur les rapports à l'empreinte dans l'art, dans les rapports graphiques d'une certaine culture de la préhistoire. Et effectivement, dans ces rapports à l'empreinte, en fait, on a un axe qui est presque central, c'est les rapports à la griffade ursine et notamment à la griffade d'ours des cavernes. Alors moi, je suis sur une période qui s'appelle le Gravétien. Effectivement, c'est une période où Sapiens ne côtoie pas ou presque
l'ours des cavernes, parce qu'il est vraiment en pleine extinction. Donc là, Céline l'a un petit peu évoqué. En tout cas, un investissement de l'espace karstique, donc de la grotte, qui est très intéressant parce qu'en fait, c'est un espace qui a déjà été investi par cette espèce ursine. Et en fait, leur présence, elle est presque omniprésente. Donc effectivement, il y a les bauges, ces petits lits d'hibernation, on a des empreintes, on a même des cheminements en fait qui sont faits par le passage de ces mammifères qui sont assez imposants. Ils vont tellement passer que des fois ils vont polir les parois et effectivement ils ont griffé les parois. Et dans certaines grottes, c'est pas dans toutes, mais dans certaines grottes ornées, la présence de ces griffades d'ours, elle est incroyable, elle est vraiment importante. Et des fois dans des choses qui sont assez intrigantes, dans le sens où la grotte entre les passages ursins et les passages humains, elle a aussi évolué. On a eu des phénomènes karstiques, et par exemple, on va avoir des griffades qui vont se retrouver à des endroits, par exemple à 15 mètres de hauteur, parce que les sols se sont effondrés entre-temps. Et là, moi, ce qui m'intéresse, c'est de me demander, et ces sapiens, quand ils sont arrivés dans la grotte, déjà, ils ont vu ces grottes qui sentent l'ours. Il y a quelque chose qui a investi ces grottes. Et en plus, des fois, des choses qui sont vraiment pas logiques. Et alors, tu disais que potentiellement, ils savaient pas quel animal c'était. Ça, c'est compliqué de vraiment dire, voilà, ils pensaient ça, parce qu'on n'a pas de source écrite pour la préhistoire, c'est un des gros problèmes. Donc, on est dans la fiction, la science-fiction. Mais ce qui est sûr, c'est que ça les a pas laissés indifférents, en tout cas. Et les griffades, ça les a intéressés, ils les ont réinvestis. Moi, je suis pas du tout la première à dire ça. Je me base sur les travaux de deux archéologues éminents qui s'appellent Gilles et Brigitte Deluc, qui sont, d'une part, font partie d'une génération qui a identifié l'intrication d'entités graphiques avec des griffades, et d'autre part, qui sont allés beaucoup plus loin et qui, moi, m'intéressent beaucoup pour ma thèse, qui ont questionné le concept d'empreinte dans la production graphique préhistorique. Au-delà du rapport à la griffade, mais aussi dans la figuration d'empreintes animales qui fait écho à une figuration d'empreintes humaines qui sont en fait souvent les mains positives, négatives. Oui, en fait, ce qui est vraiment très intéressant dans cette perspective, c'est qu'il y aura une création ludique qui est une vraie production gestuelle, mais qui est revêtue quand même d'un symbole très important. C'est de ça que je voulais parler aussi avec Clément, parce que dans ses relations avec un animal qu'on n'a pas connu, on a probablement une transmutation symbolique à cette figure. Et je pense que tu as dû l'évoquer dans tes travaux. C'est assez compliqué de parler de ça pour la préhistoire, en tout cas pour le paléolithique récent qu'on a évoqué, parce que on parle surtout d'ours des cavernes. Donc il y a déjà une différence avec l'ours brun, l'ours des cavernes, qui est difficile à mesurer. Tu peux l'expliciter pour ceux qui ne connaissent pas cette différence, s'il te plaît. C'est deux espèces qui sont différentes. Donc l'ours brun, on le connaît. L'ours des cavernes, il a disparu il y a à peu près 23 000 ans. Enfin, les dernières datations sont il y a 23 000 ans. On ne sait pas exactement si on va retrouver d'autres datations plus récentes. C'est toujours possible, parce qu'avec l'archéologie, on réfléchit avec ce qu'on connaît déjà, mais tous les restes d'ours des cavernes n'ont pas été datés. Et donc, selon les cultures sur lesquelles on travaille, on est sur des cultures qui sont contemporaines de l'ours des cavernes ou pas. Mon cas, moi je travaille sur le magdalénien, donc il y a à peu près, ça commence il y a 20 000 ans à peu près, et je travaille sur le magdalénien moyen, donc il y a 19 à 16 000 ans en gros. Marie, elle travaille sur le gravétien, elle disait qu'il est un peu antérieur, et donc là, il y a déjà un peu plus de doutes, de possibilités de contemporanéité entre les humains et les ours des cavernes. Pour le magdalénien, il y en a plus trop, surtout que les derniers ours des cavernes, on les trouve plutôt vers les Alpes. Les derniers qui ont été datés, les plus récents, c'est dans le nord de l'Italie. Et le magdalénien moyen, le magdalénien en général, il se développe plutôt dans le sud-ouest de la France. Donc il y a déjà un décalage de 2000 ans en gros, plus il y a un décalage géographique. Pour autant, les magdaléniens fréquentaient beaucoup les grottes, et donc ils ont rencontré beaucoup de traces d'ours des cavernes dont on a parlé, des griffades, des boges, des polydours, des ossements même. Et ils ont fait des choses avec. Alors parfois ils ont fait des gravures, continuer des gravures ou les intégrer dans leurs œuvres. Dans les boges, pour le magdalénien, il n'y a pas d'exemple, mais en tout cas il y en a pour le gravétien, pour Cussac. Peut-être que tu en parleras plus précisément que moi. Et pour les polydours, on a des exemples pour le magdalénien d'utilisation des polydours pour pouvoir faire des gravures très fines, parce que ça fait des parois qui sont brillantes, qui sont très lisses,
Et donc sur ça, il y a des gravures très très fines qui sont même difficiles à voir si on n'est pas très proche des parois. C'est le cas par exemple dans la grotte des Trois Frères en Ariège. Et après, les ossements ont été pas mal manipulés dans les grottes. Et régulièrement, les canines des ours des cavernes ont été prélevées sur des crânes, donc sur des crânes fossiles pour cette époque. Elles ont été perforées, elles sont portées comme des éléments de parure. Et c'est pour cette raison aussi qu'on a eu longtemps du mal à comprendre que cet ours des cavernes était déjà disparu pour le Magdalénien, puisqu'il a quand même une existence culturelle assez forte. Ses ossements sont utilisés. Alors il y a surtout les canines, mais ça peut être toutes sortes de dents, ça peut être des ossements différents. Il peut même y avoir des ossements fossiles qui sont utilisés dans l'industrie osseuse, donc pour faire des perles avec des fibulas ou autres. Et donc ouais, il y a une existence. Oui, c'est ça qui est formidable, c'est que déjà à ce moment-là, les humains cohabitent avec l'ours brun, mais pas du tout avec l'ours des cavernes, qui lui a déjà atteint une autre dimension. Et il y a cet aspect dans les fêtes ursines dont j'aimerais que tu parles là, Céline, parce qu'il y a une identification avec. Il y a toujours cet absent. Hein, vous voyez comment c'est très tenu dans le travail qu'a fait Céline. L'absent est investi, on se le réapproprie, on se met dans sa peau. Et c'est ce qui se passe dans les fêtes ursines. Ouais. Et c'est aussi l'image qu'il y a ici, qui est en fait, on pense, Clément, ça c'est à la grotte de Rouffignac, une imitation. Donc là, ce sont des tracés digitaux, donc faits par un individu humain. Et là, on pense, Clément, une imitation d'un tracé ursin. Ici, c'est possible, mais c'est pas le plus simple pour interpréter ça. Marie nous dira. Mais là, des fois, il y a des continuités même de griffades, parce que dans la partie d'en bas, on voit que en dessous, c'est des vraies griffades animales, ouais. Ce sont des griffades d'ours. Et en haut, ce sont des mains humaines, parce que la paroi, en fait, c'est un calcaire qui est très dégradé. Et c'est un peu comme passer sa main sur du sable à la plage, en fait. Ça laisse directement des traces. Ça, même aujourd'hui, c'est une grotte qu'il faut surtout pas... 16 000 ans, je crois, Rouffignac. Oui, c'est le Magdalénien moyen, donc c'est la période sur laquelle moi je travaille. Mais des fois, on a des exemples vraiment de continuité ou d'intégration dans les graphismes. Là, c'est un peu plus ambigu, surtout si on imagine que des griffades d'ours, il y en a partout dans la grotte. S'ils avaient fait ça qu'à un endroit où il y a des griffades, Mais bon, c'est vrai que c'est assez étonnant quand même. C'est assez troublant. C'est très troublant. Et donc, pour rebondir sur cette réappropriation et cette imitation dont tu parles, donc toujours dans cette idée de voir comment on se réapproprie l'idée de l'animal et qu'est-ce qu'on en fait. Il me semblait vraiment intéressant, et là les étoiles s'alignaient pendant ma résidence, puisque ma résidence commençait avec les fêtes de l'ours qui ont lieu début février tous les ans. Dans le Haut-Vallespire, donc dans les Pyrénées-Orientales, à un endroit où il n'y a pas d'ours, justement. Et ça on peut l'évoquer, c'est-à-dire que ce sont des fêtes dont on ignore un peu l'origine chronologique, c'est-à-dire on n'a pas de traces depuis quand elles existent, mais ce sont des fêtes païennes, donc on peut imaginer qu'elles existent depuis très longtemps. L'ours, il a disparu à peu près au XVe siècle en France, c'est-à-dire vraiment il y a eu des grandes éradications. L'ours occupait tout l'espace, il y en avait jusque du nord au sud de la France. C'est un animal de forêt, l'ours, c'est un animal de forêt et de plaine. Il est aujourd'hui dans les montagnes parce qu'il a fallu fuir, il a fallu s'enfuir là où l'homme ne voulait pas de lui, mais à la base il y en avait absolument partout. Et c'est avec l'arrivée de l'église chrétienne, pour résumer très, très rapidement, qui n'acceptait pas en fait l'hégémonie de cet animal qui était le roi, qui était vraiment le roi des animaux en Europe. Et qui a commencé des grandes campagnes d'éradication, en particulier avec Charlemagne, qui était un grand tueur d'ours. Et c'est à partir vraiment de ce moment-là que l'ours a été éradiqué physiquement et éradiqué dans l'imaginaire, c'est-à-dire qu'on l'a ridiculisé. Si vous lisez le roman de Renard, par exemple, vous verrez que l'ours a une place ridicule, il est ridiculisé, il est bête, il est stupide et il finit très très mal. Alors que quelques siècles auparavant, c'était le roi, c'était vraiment une figure d'autorité sur les hommes. Et pour l'Église, c'était absolument inacceptable. Donc il y a vraiment une campagne de dénigrement de l'ours qui a pris des siècles.
Et donc l'ours a fini par disparaître. Mais c'est là que justement, il est devenu un peu mythologique, on va dire, et que les fêtes de l'ours ont pris leur essor. Et dans le Haut-Val-Espire, moi, les hommes ours que j'ai rencontrés n'ont jamais vu un seul ours, hein, et ils ne veulent pas le voir. La plupart sont d'ailleurs des bergers. Donc, pour vous expliquer un petit peu comment ça se passe, donc c'est dans 3 villages qui sont très très proches géographiquement les uns des autres. Donc, il y a Saint-Laurent-de-Cerdan, Prats-de-Moyau et Arles-sur-Tech. Moi, j'ai choisi d'aller aux fêtes de l'ours de 2 villages, donc Prats-de-Moyau et Saint-Laurent-de-Cerdan, parce que c'était pas du carnaval dans ces 2 villages-là. C'était vraiment, il y avait quelque chose de l'ordre de la transe, en fait, chez ces hommes qui se transformaient en ours. Le principe, il est assez simple dans ces fêtes, c'est que pendant une journée, des hommes vont se transformer avec l'idée de l'ours. Hein. Par exemple, à Prats-de-Moyau, ils ont rien d'un ours, ils sont avec des peaux de mouton et ils sont grimés en noir, c'est-à-dire ils se mettent de la suie et de l'huile toute la journée sur le corps, et ils vont mâchurer des gens, c'est-à-dire ils vont marquer des gens de leur empreinte noire. Donc on va tous se retrouver avec du noir sur les vêtements, sur le corps. À la base, ce sont des jeunes filles qui sont ciblées. C'était un rite de passage, en fait, pour les jeunes hommes et pour les jeunes femmes. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus une fête qui est un petit peu comme un ciment social. C'est-à-dire que dans le village, on ne va pas oublier de mâchurer les anciens, on ne va pas oublier de mâchurer telle ou telle personne, parce que c'est une validation. Et en fait, l'idée de l'ours, ça va être une excuse, en fait, pour souder un peu le village. Et c'est une fête qui s'est beaucoup transformée au fil. Depuis le 19e siècle, on a des traces de ces fêtes et elles se sont énormément transformées. Aujourd'hui, c'est classé à l'UNESCO, donc ça, c'est un peu ambigu. Ça risque un petit peu de les sceller dans quelque chose qui pourra plus trop évoluer. En tout cas, voilà, moi, ce qui m'intéressait dans ces fêtes, c'est de photographier ces moments-là. C'est-à-dire ces moments où il y a une vraie sortie de soi. Une passation presque d'identité entre l'homme et l'animal. En fait, dans le Haut-Val-Espire, quand t'es petit, tu dis pas je veux être vétérinaire, cosmonaute, non, tu dis je veux être ours. Un jour, je serai ours. Je me mettrai dans la peau de l'ours. Parce que tu disais qu'il faut candidater, que c'est très sérieux, qu'il y a vraiment quelque chose de l'ordre d'une ambition qui consiste à revêtir et puis c'est même une passation de père en fils. Moi, je veux être ours. Moi, j'ai lu les lettres. En fait, j'ai demandé à voir les lettres de candidature. C'est assez émouvant. Moi, je veux être ours parce que mon père a été ours et mon grand-père a été ours. Je serai un bon ours. Il y a aussi l'idée de, pour être un bon ours, il faut être un bon humain. C'est-à-dire que, par exemple, lui, il a déjà été ours plusieurs années de suite, mais j'ai rencontré... Ça se voit, hein. Ouais. Bon, voilà à quoi il ressemble à la fin de la journée. Et vraiment, c'est des instants où ils sont plus là. Hein. Ils sont vraiment ailleurs. D'ailleurs, ils le disaient eux-mêmes. Hein. Ils me disaient, je sais plus qui je suis quand je suis ours, quoi. Ils sont dans une sorte de transe comme ça qui est dingue. Mais ici, il y a quelqu'un qui sait, jouer avec la peau de l'ours, c'est Brian Aiello. Il est donc taxidermiste, naturaliste, conservateur au musée d'histoire naturelle de Toulouse. Il a vraiment réalisé un travail extraordinaire, d'une part avec l'ours cannelle, qui était une ours extrêmement importante dans le paysage pyrénéen, puisqu'elle était la dernière de la lignée des ours de cette région. Et il a ensuite naturalisé Caramel. Et c'est vrai que le parcours de Céline est vraiment béni de l'ours, parce qu'elle est tombée au moment où Brian allait commencer à travailler sur cette naturalisation, qu'il va nous raconter. Alors, le cadre, je vais parler du cadre d'abord général, c'est-à-dire que l'intention dans les naturalisations que nous avons relancée, je dirais, il y a une vingtaine d'années, à mon arrivée, notamment au Muséum d'histoire naturelle de Toulouse, on a souhaité vraiment renforcer la partie préparation et l'enrichissement des collections. L'enrichissement des collections, donc à partir d'espèces issues du milieu naturel pour l'essentiel, dont font très largement partie effectivement ces ours. L'idée, c'est de poursuivre, de s'inscrire aussi dans une continuité, puisque je suis moi le 5e taxidermiste du Muséum d'histoire naturelle de Toulouse, et dans cette continuité, d'apporter ce témoignage contemporain du vivant,
à un moment de notre histoire où nous connaissons un effondrement des populations. Certains parlent de 6e extinction. Pour l'instant, le curseur n'est pas tout à fait là, enfin, si on s'entend en termes de véracité scientifique, mais on n'en est plus très loin. Voilà, donc c'est bien aussi de poser le contexte général, parce qu'en fin de compte, moi je m'aperçois dans l'absolu que entre mon début de prise de fonction au Muséum d'histoire naturelle de Toulouse et aujourd'hui, par exemple, il y a un certain nombre d'espèces qui sont récupérées dans des cadres accidentels, de mortalité accidentelle, qui sont devenues très rares, voire qui sont plus présentes sur le territoire national. Et qui le sont devenus rares pour d'autres raisons que, je dirais, de la destruction d'espèces protégées directes, comme peut le connaître l'ours brun, le loup, enfin d'autres espèces qu'on a parfois exterminées, qui sont revenues par elles-mêmes ou qui ont connu voilà, des sautes dans leurs évolutions de population. Donc ça, voilà, pour vous dire, le cadre général, c'est ça. L'intention, c'est d'apporter un témoignage aux générations qui viennent, et notamment, bien sûr, de ce qui se passe dans les Pyrénées. Pour ce qui concerne l'ours, la logique aussi, c'est de se dire que quand on est consulté, et notamment, donc là, on est en dehors du cadre des visites, des visites et des propositions d'exposition que peut faire notre établissement. On est dans un cadre où les scientifiques, quels qu'ils soient, hein, ça peut être des disciplines effectivement des sciences dures ou des sciences sociales ou des sciences humaines, quand ils viennent nous consulter, il y a aussi cette raison locale. Historiquement, par exemple, vous savez que le Muséum d'histoire naturelle de Toulouse est le berceau de la préhistoire, de l'invention de la discipline, et qu'il renferme cet établissement quantité de collections importantes et intéressantes, et notamment dans la raison locale. C'est-à-dire que vous avez les grottes notamment d'Ariège et d'ailleurs, mais en particulier des Pyrénées, qui sont très largement représentées. Et donc oui, quand on est scientifique et qu'on vient dans un secteur géographique, on s'attend effectivement à ce que l'on puisse trouver un échantillonnage important et représentatif de la région. Et c'est ce qui se passe aussi avec ces naturalisations qui sont un petit peu plus nombreuses, ou conservation d'un certain nombre de peaux, hein, parce qu'on ne peut pas toujours naturaliser dans certains cas, mais effectivement on a récupéré plusieurs individus d'ours depuis maintenant une quinzaine d'années, issus des Pyrénées, et parfois qui ont été naturalisés. Ce qui est intéressant, de mon point de vue évidemment, avec Caramel, c'est que et qui est probablement ta pratique habituelle, c'est que tu veux comprendre comment la spécificité de cet individu. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que là encore, il y a une conjonction extraordinaire, c'est que Céline a rencontré une spécialiste de terrain qui avait observé Caramel et qui avait fait des pièges photographiques et donc qui avait pu vraiment regarder la vie de cet ours-là. Il se trouve que Brian s'est servi aussi de ces documents pour comprendre qui était cet ours. J'aimerais que tu dises quelle est cette importance-là pour ton travail. Alors, c'était vrai aussi pour la naturation de l'ours cannelle à l'époque. En fait, si vous voulez, la particularité de ces animaux, pour le coup, c'est qu'on les connaît de leur vivant. Enfin, quand je dis on, nous autres humains. C'est-à-dire ce qui fait éventuellement leur particularité, ou ce qui pourrait faire leur particularité d'individus vivants, dans l'histoire est connu. Donc, quand on constitue le patrimoine de demain, c'est pas uniquement le patrimoine scientifique, c'est aussi le patrimoine culturel. Et donc, il faut associer un ensemble d'acteurs du moment à la réflexion. C'est de mon point de vue, évidemment, et ça paraît assez cohérent. Donc très très tôt, nous on a travaillé, notamment à l'époque quand on avait fait une exposition sur les ours en 2013, et au moment de la naturalisation de l'ours cannelle, il paraissait évident qu'il fallait s'enquérir de ses compétences, de ses connaissances de terrain, et notamment pour l'ours cannelle, ça a été Jean-Jacques Camara, qui est une personne que je me suis rapproché, Pierre-Yves Kenneth, du réseau Ours. Et puis plus dernièrement, effectivement, pour l'ours Caramel, où je me suis rapproché pareil du réseau Ours pour savoir quelles étaient les informations qu'ils avaient en leur possession, qui les avait suivies, essayer de savoir ce qu'il en était. Et donc,
on m'a dit voilà, non, il n'y a pas de quelque chose de très particulier qui concernait cette ours ou un comportement qui la définirait plus qu'une autre. Mais par contre, elle a été la femelle la plus productive de toutes ces dernières années, parfois aux grandes dames d'un certain nombre d'Ariégeois. Et effectivement, elle a eu une vingtaine d'oursons. C'est une femelle qui a été productive, visiblement, qui était une maman attentionnée, en tous les cas, qui faisait très attention à son environnement. Et elle a eu beaucoup de réussite au regard d'autres ours qui en ont eu beaucoup. Donc, je dirais que ce qui la caractérise, effectivement, c'est qu'on lui doit une augmentation drastique de la population d'ours dans l'Ariège. La posture, du coup, c'est la question, c'était comment on fait pour expliquer ça, éventuellement pour transmettre ce message, en sachant qu'une naturalisation, je dirais par expérience, plus vous prenez une option qui fait que vous mettez en évidence un élément très particulier ou une mise en situation très particulière, et moins vous pourrez utiliser l'objet. Je vais parler l'objet naturaliste par la suite. C'est-à-dire, je m'en explique, on avait à une autre époque pensé à la possibilité de naturaliser Cannelle morte, abattue, pour ce qu'elle représentait sur le plan de la patrimonialité, et ça avait du sens d'y réfléchir. Et on savait très bien qu'à part dire Cannelle abattue à telle date, fin de la souche pyrénéenne, on ne pouvait pas délivrer un autre message. Alors, elle n'aurait pas pu être utilisée pour dire autre chose. Et ça questionne. C'est-à-dire, est-ce que c'est vraiment restreindre à ce point? Voilà, c'est extrême, hein, l'écart. Mais voilà, donc plus vous mettez en situation un individu qui délivre un message particulier, et moins vous pourrez l'utiliser dans d'autres situations où vous ne pourrez pas l'utiliser largement. Donc, la question, c'était qu'est-ce que je pourrais, j'ai réfléchi avec eux, qu'est-ce que je pourrais, en termes de monstration, apporter, qui pourrait être un peu passe-partout en quelque sorte, qui n'est pas un message particulier, mais qui, si je mets un ourson à proximité, va nous donner quand même une information sur l'attitude ou l'aspect peut-être un peu maternel ou attentive de cet individu. Et donc là, c'est en visionnant un certain nombre de séquences vidéo qui m'est apparue aussi cette image, voilà, où c'est vrai, en fait, systématiquement, elle est tout le temps en train de prendre l'information de ce qui se passe autour d'elle, ce que font les ours, mais là, c'est de manière plus, je dirais, assez intensive. Donc, elle est vraiment très vigilante. Pour toi, Céline, le fait d'observer le travail de Brian était aussi une manière de te reconnecter à cet animal dont il reste la dépouille et qui est d'abord décharné et puis ensuite qui reprend vie. T'es à nouveau dans cette relation de disparition et présence retrouvée. Et là, c'est presque une résurrection en fait. C'est-à-dire qu'il va redonner l'image de vie d'une ours, et puis pas n'importe quelle ours, puisque comme il le dit, c'était vraiment une ours iconique, Caramel, qui a repeuplé l'Ariège, qui a été abattue, elle était assez âgée, elle avait 23 ou 24 ans. Donc c'est pas n'importe quel animal aussi qu'il a fait renaître, mais moi tout au long du processus, ce que j'ai trouvé incroyable, c'est qu'avec une peau, tu ne peux faire qu'un seul individu, c'est celui-ci, et c'est au millimètre. C'est-à-dire qu'en fait, moi j'étais étonnée de voir la précision avec laquelle il faut faire par exemple le mannequin, c'est ça qui prend le plus de temps. Qui est au tout début de l'ouvrage, on peut observer en fait vous voyez, ça c'est le croquis que j'ai piqué à Brian avec toutes ces annotations. On peut imaginer en fait que c'est carrément une ingénierie d'ours. C'est ça que moi j'ai trouvé vraiment étonnant, c'est qu'il y a vraiment la fabrication d'un ours. Et ce qui est étonnant, c'est que vous pouvez voir, là c'est Adam qui a travaillé aussi, qui est aussi dans mes photographies, qui est le bras armé de Brian. Et vous pouvez voir en fait la précision à la veine près, au muscle près, au doigt près. C'est-à-dire que la peau n'est pas juste quelque chose que l'on va mettre sur une botte de foin et hop, ça va faire l'ours. C'est-à-dire que chaque doigt, même l'arcade sourcilière de Caramel a été étudiée. C'est-à-dire qu'il doit s'imprégner d'elle, en fait, pour pouvoir lui redonner son image de vie. Et ça, je m'attendais pas à ce niveau de précision, en fait. C'est-à-dire ils ont passé la majorité des mois, parce qu'il y a eu plusieurs sessions de travail, évidemment, avant que moi j'arrive, mais ils ont passé énormément de temps à faire le mannequin sur lequel allait être posé comme un gant la peau. C'est-à-dire que la peau, elle est au millimètre. Et c'est un va-et-vient incessant entre on met la peau, on vérifie, on enlève la peau, on retravaille, on remet la peau, etc. C'est un va-et-vient permanent pour pouvoir donner l'image juste de qui était cet animal. Et
c'est ça que j'ai trouvé bien, c'est que c'est pas juste on refait un ours, c'est on refait Caramel. Et c'est ça que j'ai trouvé très, très émouvant, en fait. Chaque animal que fait Brian est un individu. Et il fait pas que des ours, hein. Il fait des oiseaux, il fait des mammifères, il fait des poissons. Enfin, alors pour les poissons, l'identité de chaque poisson, je sais pas à quel point c'est aussi précis, mais en tout cas, pour les grands mammifères comme Caramel, c'est extrêmement précis. Et c'est vrai qu'il a dû s'imprégner. Il m'a montré toutes les photos qu'il avait regardées d'elle. En permanence, dans le laboratoire, il y avait une photo de Caramel dans la position que Brian avait choisi. Donc, à la fin, c'était un chiffon, cette photo, quoi. Tellement il l'utilise, il la regarde dans tous les sens. Et c'est émouvant de voir à quel point il a dû s'imprégner d'elle. Enfin, même des fois, il lui parlait tout bas, je peux le dire. Il était là, qu'est-ce qu'elle est belle, qu'est-ce qu'elle est belle. Et c'est marrant parce que même moi, j'ai développé une relation avec cet animal. C'était assez troublant à la voir tous les jours, à la toucher. Moi, j'avais le droit de la toucher, de toucher la fourrure. On enfonçait ses mains dans sa fourrure. Comme ça, il y avait de cet animal qu'on voit pas, qu'on peut jamais toucher. Là, tout d'un coup, c'était royal, quoi. J'étais tous les jours dans sa fourrure, comme ça. Il y avait un truc très, très organique, en fait. Moi, j'ai envie de poser une question à Michel sur cette histoire d'absence et de présence, parce que je trouve qu'il y a... C'est quelque chose de vraiment d'éminemment relatif à la photographie. L'absence, le souvenir, la réincarnation potentielle, mais en tout cas, il y a quelque chose qui est relatif à la photo, sur lequel j'aimerais bien que tu puisses nous dire un mot, le relier à ce travail. Oui, avec plaisir. Alors, j'avoue que je vous écoute avec beaucoup d'attention, mais je reste un peu bloqué sur les premiers échanges qui m'ont absolument fasciné à travers les photographies de griffes. Tu peux commenter librement. Et là, donc, de griffes et de griffades. Et donc là, c'est plutôt le côté historien d'art qui ça me perturbe beaucoup, ça m'intéresse beaucoup. Bah vas-y. Surtout la photographie où l'on voit les traces faites par l'homme à côté des traces faites par l'ours. Et je me dis, c'est vraiment un modèle théorique hyper intéressant. C'est-à-dire qu'on a une griffade qui a sa valeur d'usage, hein, faut user les griffes, etc. Donc c'est une trace. Et puis Sapiens arrive, et puis il voit ça. Bon. Et puis il le mime, pour une raison qui n'est pas certainement la valeur d'usage. Et je me dis, à un moment donné, l'animal a laissé un paradigme graphique qui va être repris en tant que paradigme graphique, et là on passe de la griffure à la strie, c'est-à-dire ça devient du dessin. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant parce que bien sûr, les animaux ont dû laisser des griffures sur les arbres, mais les arbres n'en ont pas laissé trace. Et ce passage d'une empreinte, on va l'appeler comme ça, à un paradigme graphique, je trouve ça vraiment fascinant. C'est sur quoi vous travaillez ? Oui, moi c'est vraiment un truc global. Et oui, d'ailleurs, j'avais fait un séminaire qui c'était l'empreinte entre trace et tracé. Et je m'étais beaucoup intéressée aux travaux de Georges Didier Huberman sur l'empreinte comme paradigme. Ouais. Donc oui, ça rejoint complètement en fait ce que vous dites. Et je travaille là-dessus, donc forcément, je trouve ça passionnant. Mais, Et oui, pour rebondir sur quelques trucs, parce que on a cette vision un petit peu moderne de l'empreinte, qui est quand même malgré tout très 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 riche, et on peut partir dans beaucoup de directions, mais ça prend une autre dimension quand on va interroger l'empreinte préhistorique, l'empreinte paléontologique. Pour Sapiens, là il y a toutes c'est multiscalaire, et là ça devient très très intéressant. Et moi ce qui m'intéresse aussi, c'est de dépasser une perception de la griffade que nous on peut avoir. On va dire mais pourquoi ils font ça, c'est quelle fonction, et pour essayer de me dire qu'est-ce que ça peut représenter aussi la griffade aux yeux de Sapiens. Donc là on est vraiment encore une fois dans la fiction, mais quand j'évoquais tout à l'heure que la grotte elle vit, elle va avoir des phénomènes, elle va changer, et des fois on va se retrouver avec des empreintes ursines qui n'ont pas de sens. En fait, à quel point la griffade aux yeux de Sapiens, elle apparaissait comme une griffade. À quel point elle apparaissait comme une griffade, comme quelque chose d'une trace, et pas forcément comme un tracé. Et à quel point c'était produit par un animal, et pas forcément par quelque chose, on peut se poser la question de mythique.
Et là, on entre dans quelque chose qui est très intéressant. On n'est que sur des interprétations où on n'aura jamais la réponse, hein, concrètement. Mais moi, vraiment, dans ce paradigme de l'empreinte, oui, moi, c'est vraiment ça qui me botte. Et justement, si peut-être que vous avez un truc à dire là-dessus, Clément et Marie, il y a des préhistoriens au début du XXe siècle, comme Obermeyer, si je me souviens bien, qui pensaient même que la vision de ces griffades, de ces graphiques animaux, ont éveillé chez Sapiens l'art, tout simplement. Et la volonté de graver à leur tour les parois et de laisser une trace eux aussi. Donc aujourd'hui, vraiment à l'aune de vos recherches actuelles, qu'est-ce que vous pensez de ce... Moi, ça me séduit beaucoup, cette idée. Là, ça serait vraiment de l'ordre de l'hypothèse et donc de la spéculation et quelque chose qui sort un peu de nous, ce qu'on essaie de faire, parce que on n'a pas de prise là-dessus sur des choses comme ça, même sur les origines, sur tout ce qui est découverte. Dès qu'on parle de préhistoire, on va dire c'est l'invention de ça, l'invention de ça, l'invention de ça. En fait, nous, on voit jamais ça. On sait quand les choses sont socialement admises par les groupes, quand c'est pratiqué, on sait quand le feu est domestiqué, mais on ne sait pas quelle est la première personne qui a fait du feu, on ne sait pas quelle est la première personne qui a taillé un outil, on ne sait pas quelle est la première personne qui a fait des graphismes. Les premières images figuratives qu'on connaît, on les connaît de grottes qui ont été découvertes dans les années 90, et parce qu'elles sont découvertes aujourd'hui, mais peut-être que dans 20 ans, on va en découvrir une plus ancienne. Enfin, ça, c'est quelque chose sur lequel on n'a pas... Les origines, paradoxalement, c'est quelque chose sur lequel on n'a pas de prise. Non, mais s'il y a une loi en histoire de l'art qui vaut pour tous, c'est que l'art ne connaît pas d'évolution et n'est pas soumis au progrès, justement. Et les dessins qu'on trouve dans les grottes ornées, il suffit, comme je le fais souvent en cours, de les comparer aux dessins académiques du 19e siècle pour voir que l'homme s'est parfaitement dessiné avec une rigueur au niveau morphologique, au niveau perspectiviste, au niveau de l'adaptation de la forme au contexte. Donc, il y a que des moments de civilisation où on se met d'accord pour représenter les choses de telle ou telle manière. Et à cet endroit-là, un tracé en strie fait par un sapiens peut être élevé à un niveau conceptuel dont on ignore tout, fiction ou hypothèse, et Daniel Buren sort de ce corps. Donc il y a probablement des formes d'ornementation, peut-être des formes de numération, peut-être, on ne sait pas. Mais en tout cas, il y a une intelligence qui est à l'œuvre ici, du travail avec la main. Mais on en parlera avec elle cet après-midi, mais de toute façon, tout ça est aussi rendu possible par la vision, par l'éclairage, par la lumière, absente, présente, forme de feu, sous forme de photographie. Mais je trouve que ce qui est fascinant dans le travail qu'a mené rapidement, tu l'as rappelé, c'est une résilience rapide par rapport à ton rythme de travail. Quand on s'est retrouvé il y a quelques mois, que tu étais en train d'élaborer ce qui est devenu aujourd'hui la proposition et l'ouvrage, ce qui était étonnant, c'est que tu avais mené photographiquement, artistiquement, tu avais suivi 3 pistes, trois moments de travail, et que il ne s'agissait pas de choisir l'un ou l'autre, mais il y avait une articulation. Enfin, moi, j'entendais déjà, quand tu nous le racontais déjà très bien il y a quelques mois, qu'il y avait cette articulation assez incroyable qui était finalement, avec cette histoire d'ours, les grottes et les traces de l'absence, l'ours imaginé, et puis l'ours réparé. C'était un peu les trois. Et finalement, il n'est pas besoin de construire une narration, j'allais dire narrative, mais c'est une manière, ça prend quelque chose d'un peu plus universel. C'est-à-dire que il y a des formes de présence qui ne se caractérisent pas par ce que la photographie attesterait de la présence d'eux. Et c'est ça qui est passionnant. Et si on ouvre le propos plus largement, on peut presque se poser les questions de qu'est-ce qui, dans nos vies, dans nos imaginaires, est absent mais est en permanence convoqué. Donc ça c'est passionnant, parce que sans parler des divinités, mais finalement, on passe son temps, on consacre des métiers, des savoirs, de la connaissance à des formes d'absence.
Et ça, c'est profondément photographique. Ça, c'est profondément photographique. Et je m'amusais en réfléchissant tout à l'heure à ces 3 moments de ton travail de commande. On pourrait presque passer dans la métaphore du laboratoire photographique où il y a le moment où on fait l'image, le moment où on la révèle, hein, l'image, et au moment où on la tire. C'est-à-dire qu'en fait, en écoutant Brian, je dis, en fait, il fait un tirage photographique en volume. Hein. C'est la sculpture photographique, si je puis dire. Et il y a presque ces 3 moments-là. Et l'imaginaire du rituel, finalement, fait exister, donc révèle. Et puis ensuite, on répare, mais au sens où on donne une empreinte finale, puisque la photographie est un art de l'empreinte. Hein, donc c'est vraiment, je trouve, il y a quelque chose qui conceptuellement s'est noué dans ces 3 volets, que tu as tenu en très peu de temps, et je crois qu'il nous projette aussi au-delà de l'ours. Moi, je crois que dans cette histoire très importante de qu'est-ce qu'on convoque dans nos quotidiens qui est absent et on vit avec, et qui peut être aussi pour moi de l'ordre vraiment je dirais du sacré, mais presque du mythique, c'est que c'est le sauvage. C'est que quand on est dans le territoire d'une absence, et quand on est dans le territoire d'un sauvage absent, on est immédiatement imprégné par cette absence-là. On est dans une relation. Ceux qui se sont retrouvés dans un lieu de nature sauvage qui est habité par d'autres que nous, qui sont éminemment présents, comprennent ce sentiment-là qui vraiment nous dépasse. Et si j'aime tellement le travail de Céline et tous les aspects qui sont reliés à ce travail, c'est parce que ça me procure cette émotion-là, ce sentiment-là. Oui, parce que l'ours, pour en revenir à l'ours lui-même, c'est un grand prédateur, c'est l'animal qui peut nous manger, en fait. Si vous y réfléchissez bien, il n'y en a pas d'autre, qui peut à ce point menacer notre vie si on est face à lui. Et la présence de l'ours dans les montagnes, dans les Pyrénées, sa simple existence nous replace par le fait que nous puissions être mangés par lui dans une écologie à notre juste place. Et en fait, l'ours, il nous replace dans un biotope et c'est un peu le seul à pouvoir le faire, en fait. Et pour moi, c'est une grande chance de l'avoir, juste même pour ça, pour ce simple fait d'être replacé à notre juste place, d'animal que nous sommes aussi, mais avec un autre point de vue que le nôtre. C'est-à-dire, l'ours, il nous observe. Et quand tu disais, il y a sa présence dans les montagnes, mais c'est un fait. C'est-à-dire que quand vous êtes dans... Moi, pour d'autres séries, je me suis retrouvée en Ariège, au fin fond de la montagne, toute seule. L'ours était censé être là. Évidemment, je ne l'ai pas vu, mais il était ultra présent. C'est-à-dire que derrière chaque buisson, il pouvait y avoir l'ours, en fait. Et c'est donc un point de vue sur nous-mêmes qu'on n'a jamais l'habitude d'avoir, en fait. Puisque ça, ces autres points de vue que le nôtre, on les a éradiqués, en fait. Je voudrais aborder une question un peu technique qui a été soulevée aussi hier. On a eu une petite rencontre à la librairie Ombre Blanche et quelqu'un a posé à Céline une question qui est vraiment intéressante, à savoir les portraits des hommes grimés en ours pendant les fêtes, comment ils ont été réalisés. C'est une question que je lui ai posée aussi. Tu étais un studio, tu as transporté un petit studio. En fait, pas du tout. Et alors, pour ceux qui s'intéressent vraiment à l'aspect aussi technique, c'est intéressant parce que tu vas raconter dans quelles conditions tu as réalisé ces photos. Alors, étrangement, j'étais près d'eux, mais j'étais au téléobjectif. Donc, je me suis même acheté une optique spécialement pour faire ça. Il faut... Là, c'est très cadré, mais autour de moi, il y a une foule immense de photographes, de publics, qui jouent des coudes. Enfin, j'avais l'impression d'être une photographe à l'Élysée, quoi, ou au Festival de Cannes. C'était paparazzi. Et en fait, moi, je voulais isoler des moments, donc c'était pas facile dans ces conditions. Et la seule manière, c'était de faire du très près, vraiment de se rapprocher au maximum parce que je voulais vraiment voir leur transformation physique, leur manière de. Alors là, il y a des jeunes hommes aussi. Hein. Il n'y a pas que des hommes, c'est uniquement masculin, mais il y a aussi des jeunes hommes. Il y a ce moment-là, c'est vraiment un moment qui est très particulier, qui est vraiment dans les moments que je voulais photographier.
c'est le moment où il se transforme. C'est-à-dire que là, il faut imaginer qu'en fait, moi je suis avec une horde de gens derrière moi qui jouent des coudes pour pouvoir les photographier aussi. Il y a 3 ours, c'est à Prats de Moyo, donc il y a 3 ours qui sont alignés contre un mur. Ça dure une quinzaine de minutes, et là vous avez des femmes qui couent sur eux des peaux de mouton. Donc c'est vraiment fait à même leur corps, quoi. C'est-à-dire que voilà, elles posent des peaux, elles les couent, elles les découpent. Il y a d'autres images aussi où on voit quelqu'un qui découpe les peaux. Et là, il va y avoir le moment où ils vont se mettre le noir et où ils vont devenir ours. Et ce qui est étonnant, c'est que quand j'ai interviewé après un des ours, il m'a dit au moment où on met le noir, en fait, on sort de nous-mêmes et surtout on ne voit plus rien puisque physiquement, en fait, le noir absorbe. Et il me dit, une fois que j'ai mis le noir, je vois plus les autres. Donc je fonce dans la foule et je ne sais plus qui je suis et je ne sais plus qui sont les gens. Et c'est pour ça qu'en fait, ils sont accompagnés de ce qu'on appelle les chasseurs, qui ne sont pas du tout les chasseurs, mais qui sont des hommes de confiance, un petit peu, qui vont s'occuper d'eux tout le long de la journée, qui vont courir avec eux autour d'eux pour les protéger de la foule, qui va leur donner à boire, qui va leur donner la suie, l'huile, parce que toute la journée, ils se remettent de l'huile dessus, parce qu'une fois que vous avez mâchuré des gens, vous n'avez plus d'huile sur vous, donc vous devez en remettre en permanence. Donc c'est assez codé. Il faut que ce soit ses amis, il faut que ce soit des gens de confiance. Mais donc ce moment où il se mâchure le visage, où il se mâchure les bras, et où il pousse une espèce de cri primal comme ça, c'est très intense. Enfin, moi, je tremblais en faisant les photos, c'était très émouvant. Et à partir de là, vraiment, ils bougent, ils se transforment, ils sont plus humains, quoi. Et jusqu'à la fin de la journée, vous pouvez plus leur parler. Ils rentrent dans une transe comme ça qui est vraiment... L'ours est un prétexte, c'est-à-dire que l'idée de virilité et de sauvagerie de l'ours, c'est le prétexte, en fait, pour transgresser des règles sociales, pour sauter sur les gens, pour mâchurer des femmes, tout en gardant quand même dans l'idée, il faut que je mâchure l'ancien, il faut que je mâchure la boulangère, il ne faut pas que j'oublie machin, parce qu'après, tout le reste de l'année, ils vont devoir gérer ces gens-là dans le village. J'ai une autre question pour Michel qui concerne encore une fois vraiment la photographie et même la manière dont dans le livre qui a été produit. C'est le choix qu'a fait Céline de mettre en relation ces images, de les mélanger, de suivre une certaine chronologie, mais elle en parlait hier, il y a de fortes affinités formelles. Comment tu as vu ça ? Par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure et la présentation, on aurait pu imaginer d'avoir 3 séquences, mais ça aurait été bien sûr trop facile ou finalement pas si intéressant que ça. Et pour que cette circulation de l'imaginaire puisse se produire, il fallait que les images maintenant se mettent à travailler ensemble, parce que c'est ça qui est intéressant. Et quand on avait fait la résidence, on avait commencé déjà à montrer les choses. Et c'est vrai que, alors, il y a la question de l'impression, il y a la question du graphisme, mais si on enlève tous ces éléments constructifs, tout simplement quand on met les images, quand on commence à faire jouer les images entre elles, il y a des moments où il y a des rencontres. Et elles sont formelles. Parce que de toute façon, entre guillemets, le contenu, il est là. Enfin, je veux dire, il est posé. C'est pas un formalisme. C'est un dialogue des formes qui se met à renforcer finalement le récit ou le passage de l'un à l'autre. Et c'est là où tu continues à être photographe d'une certaine manière, parce qu'on assimile souvent un photographe quelqu'un qui fait une prise de vue, éventuellement qui fait un tirage. Mais un photographe, c'est quelqu'un qui édite. Et c'est quelqu'un qui médite ces images. Et c'est ça qui se passe dans l'ouvrage. C'est-à-dire qu'en fait, on a toutes les informations ensuite en paratexte sur la construction, mais c'est à l'œil du lecteur ou éventuellement du spectateur dans une exposition d'être pris, j'allais dire, dans une harmonie, dans un jeu de circulation des formes. Et on voit que ça marche. C'est ça qui est étonnant, parce que c'est un jeu aussi d'images, hein, certaines fonctionneraient peut-être moins bien, mais tu avais suffisamment d'éléments pour construire cette partition, et effectivement, photographiquement, esthétiquement, ça marche, et c'est la manière de nous attraper, de nous amener finalement dans une fable, un récit. C'est quelque chose que j'ai l'habitude d'évoquer dans ces tables rondes où les chercheurs sont présents avec les artistes avec lesquels ils ont travaillé. Essayer de comprendre qu'est-ce qui a émergé pour les uns et les autres dans cette relation qui n'est pas commune dans vos disciplines respectives. Avec Brian, par exemple, quand on a discuté un peu en vue de cette table ronde,
est ressortie l'idée que la taxidermie rentre dans le cercle de l'art, de l'artistique, et qu'est-ce que tu as trouvé à répercuter éventuellement de ton travail dans la relation avec Céline, qui venait avec son rôle de photographe, d'artiste. Enfin, personnellement, je ne m'inscris pas dans le domaine de l'art ou dans le champ de l'art, dans la mesure où j'essaye de restituer quelque chose qui est le plus naturel possible. C'est-à-dire qu'il y a, on va dire, l'exercice imposé en quelque sorte, même s'il y a un peu de liberté. Et pour autant, je fais appel à un ensemble aussi de compétences et d'approches qu'on retrouve dans le champ de l'art aussi. Donc c'est peut-être un peu, je dirais, à l'intersection entre les sciences que ça nourrit et que ça sert, je dirais, sur le principe, et quelque part un peu aussi peut-être le champ de l'art dans la mesure où on donne à voir et où on a quand même une interprétation. Faut pas quand même, les technologies d'aujourd'hui nous permettent de faire des choses très justes. On peut vraiment aller sur des détails. Aujourd'hui, moi, je travaille sur la 3D, donc vous imaginez que dans les productions qui sont réalisées, on a plus d'asymétrie possible. C'est une lecture absolument parfaite, quasiment des volumes. Donc, la part de l'interprétation, elle est de plus en plus, je dirais, légère. Elle est peut-être davantage dans le choix des postures, dans un certain nombre la restitution du regard. Il y a un certain nombre d'intentions quand même qu'on va retrouver dans cette interprétation qui reste, je dirais, aux confins entre effectivement les sciences et le domaine de l'art, je dirais. Oui. Ce que je constate souvent, on va en parler aussi avec Marie et Clément, c'est que dans ces échanges, il y a souvent un ajout et une inversion du regard que les chercheurs portent sur leur propre discipline. C'est-à-dire que dans l'échange, l'accent est posé ailleurs. Marie, tu m'avais parlé de tes modèles 3D que tu n'avais pas vu de cette façon-là avant que Céline te fasse porter cette attention sur cet aspect. C'est vrai qu'il y a l'approche méthodologique avec des supports, et notamment moi je travaille sur des supports 3D en plus qui n'ont pas de couleur, donc c'est vrai que je suis vraiment sur l'échelle centimétrique ou millimétrique, et moi je suis vraiment dans la recherche d'informations scientifiques, et je montre ça à Céline qui passait au laboratoire, et en fait elle était émerveillée. Tu me disais, mais on dirait la Lune, c'est génial, on dirait des cratères, on dirait c'est un truc incroyable. Et effectivement, ouais, ça met vraiment un accent sur un support qui est pour moi méthodologique, protocolaire, et qu'en fait, toi, tu voyais. Oui, il y avait quelque chose aussi quand je t'ai parlé d'une certaine opposition qui peut persister entre le champ de l'art et le champ des sciences. Et tu affirmais ton désir de ne pas être déjà dans l'opposition entre les sciences dures et les sciences humaines. Quand je parlais de science-fiction tout à l'heure pour parler de la préhistoire, c'est comme ça que je le vois. Ça ne veut pas dire que c'est interprétatif. On cherche à mettre en place un système qui est cohérent avec des données qu'on a qui sont lacunaires, qui sont ce qu'elles sont. Et je vois pas tant la différence entre essayer de comprendre des maths, de la physique, où en fait, pour moi, de la même façon, on va essayer d'expliquer un système cohérent. Et comme pour moi, la compréhension biologique, comme la préhistoire, on a accès à des choses, on essaie de les comprendre, et en fait, on a un système qui tient la route jusqu'au moment où on va faire une découverte qui va soit l'affiner, ce système, soit le changer un petit peu ce qu'on idée, soit complètement le bouleverser. Et en fait, la découverte d'une grotte, une datation d'une peinture, ça peut tout bouleverser dans notre compréhension. Et voilà, mais vraiment, ça n'engage que moi, et je suis pas sûre que ce soit partagé par tout le monde. C'est pas grave, ça ouvre toujours des fenêtres vers d'autres regards, d'autres façons de voir les choses. Pour toi, Clément, est-ce qu'il y a eu des moments où l'échange avec Céline t'a fait découvrir, enfin un petit déclic sur ta propre façon d'aborder ton champ d'action? Moi, je me suis aperçu d'abord que mes propres problématiques sur mon petit monde magdalénien dans lequel je suis immergé touchent aussi d'autres mondes, et assez nombreux, puisque ce dont on a parlé sur la naturalisation, ça touche directement mes problématiques de recherche, que ce soit sur l'ours ou même sur les animaux en général, parce que moi je travaille beaucoup aussi sur la singularisation des animaux, la manière dont ils sont représentés dans les grottes, tout en étant des espèces, mais des individus particuliers au sein d'espèces. Et là, je vois que c'est un peu la même problématique où, quand on connaît la vie de l'animal, on essaie de retrouver sa singularité, son individualité aussi dans cette reproduction.
Donc sur ça, et puis sur ce qu'on a évoqué tout à l'heure de l'absence des animaux. Puisqu'effectivement, moi je travaille sur le Magdalénien qui est intéressé par l'ours des cavernes qu'il n'a pas connu. De la même manière que je vois qu'il y a des fêtes dans les Pyrénées, dans des zones où il n'y a pas d'ours, où on fait des fêtes autour de l'ours, des rituels symboliques autour des ours qui ne sont pas connus par ces hommes. Et toi, Céline, tu me disais que par exemple, dans les gestes de Brian, il y avait quelque chose de profondément artistique dont il se rendait probablement pas compte. Parce que lui, il est naturaliste, il fait les choses pour que ça soit juste, pour que ça soit le plus fidèle possible à l'animal. Mais il y a pas n'importe qui peut être taxidermiste, c'est-à-dire qu'en fait, il faut des qualités d'esthète, quoi. C'est-à-dire que tu vas faire du beau, quoi, à un moment donné. C'est pas juste tu vas faire du juste, c'est aussi tu vas faire du beau. Donc il y a forcément des choses, tu vois, qui recroisent des pratiques artistiques, quoi, que tu le veuilles ou non. Oui, ce qui était très intéressant, c'est ton regard. Ce qui est toujours intéressant, c'est un regard différent, un regard extérieur. Moi, je me nourris de ça en permanence. Ça fait 20 ans que je prends énormément de plaisir à faire mon travail parce que il y a énormément de rencontres et que ces regards-là, qui sont effectivement différents avec je dirais un parcours différent. Hein, quand on est des sciences, on voit qu'il y a quelque chose qui nous rapproche beaucoup, c'est d'avoir un peu le nez dans le guidon et d'être dans nos disciplines à une forme de compréhension qui est assez bornée, j'ai l'impression. Et non, mais bornée, je veux dire pas bornée dans le sens borné par voilà, non, dans le sens voilà. Non, c'est pas ce que je veux dire. Et effectivement, moi je trouve que ça nous fait énormément de bien. Il y a peut-être des gestes et puis je me vois pas moi-même. Donc il y a un certain nombre de gestes ou de modes de fonctionnement, de réflexion qu'on peut avoir et dont on n'a pas forcément conscience quand on travaille. Et moi, en tous les cas, tu m'as apporté aussi toute une part de ce recul, de vision des choses différentes, et j'ai trouvé ça extrêmement enrichissant, extrêmement intéressant. Moi, je sais que je peux avoir une intention de restitution, mais je me rends pas. Effectivement, j'ai le sentiment que si j'arrive à me rapprocher, ne serait-ce qu'un peu de la réalité, si j'arrive à faire ça, je vais produire quelque chose qui va se rapprocher d'un idéal pour moi, mais d'un idéal beau, je dirais, dans le sens, tu sais. Et pour moi, c'est le sens de ce que je fais. Mais c'est déjà guidé par l'existant. Moi, ce que j'ai remarqué dans vos pratiques, la dimension poétique, vous l'autorisez pas. Enfin, c'est assez. Par exemple, moi, quand j'ai rencontré Marie, en fait, il faut savoir que Marie, son job, enfin sa thèse, initialement, c'est pouvoir différencier. Enfin, l'outil que tu mets en place, le protocole que tu essayes de mettre en place, ça se ressemble tellement à une griffade humaine et un tracé humain et un tracé animal que jusqu'à maintenant, en fait, les préhistoriens, ça bloque beaucoup d'analyses parce qu'on ne sait pas différencier. Et quelle poésie est contenue là-dedans, c'est-à-dire qu'on est les mêmes, quoi. Et qu'il faut une thèse, et il faut des protocoles, et il faut des scanners pour savoir que ça, c'est de l'humain et ça, c'est de l'animal, quoi. Et donc j'ai fait, mais Marie, mais c'est tellement poétique ce que tu fais. Ah oui, je l'avais pas vu comme ça. Mais pour moi, oui, c'est vraiment. Et Brian, c'est pareil en fait. Faut savoir alors il n'y a pas d'image de ça dans le livre, mais j'ai énormément photographié le corps à corps de Brian et Adam avec Caramel, c'est-à-dire qu'ils sont en train de la soulever, ils sont en train de tirer la peau. On voit à un moment aussi, ils sont en train de tirer son visage. Et il y a quelque chose de très charnel, de très sensuel même, que eux soupçonnent même pas. Eux, il faut tirer la peau, eux, il faut porter, machin. Mais en fait, de l'extérieur, vous êtes en corps à corps avec un animal quand même. Et ça, toutes ces dimensions-là, en fait, ils ont tellement le nez dans le guidon, comme tu dis, qu'ils s'en rendent absolument pas compte, quoi. Et Clément, c'est pareil. Enfin voilà, il a des recherches qui sont incroyables. Tu me disais que dans ta dernière recherche dans la grotte des Trois Frères, en fait, les restes de l'ours empêchaient de comprendre vraiment ce que tu étais en train de faire. C'était génial, quoi. L'ours, il t'empêche encore de faire des trucs, quoi. Oui, c'est une grotte qui est assez profonde, dans laquelle il y a une occupation courte par des Magdaléniens, probablement pour pouvoir faire des gravures et des peintures, puisqu'on retrouve une petite cuvette dans laquelle il y a des pigments qui ont été mélangés, etc. Et donc, avec quelques collègues, on travaille sur cette occupation, mais on ne peut pas fouiller l'endroit, ce qui est très sensible. Et donc, on regarde les ossements au sol et on essaie de distinguer, de comprendre ce que les humains ont pris dans cet endroit pour pouvoir faire du feu avec des ossements et pour pouvoir manger.
Sauf que c'est aussi un endroit qui a été occupé par des ours. C'était une nurserie et un endroit d'hivernation des ours des cavernes. Donc il y a des ossements d'ours qui sont morts sur place, et de toutes les tailles, puisqu'il y a des très jeunes et des plus grands, etc. Et donc c'est très difficile d'arriver à comprendre les différents épisodes, que ce soit l'occupation des ours et celle des Magdaléniens qui viennent exactement au même endroit après, pendant quelques jours, pour pouvoir faire des peintures et gravures. Juste rebondir sur ce qui vient d'être dit sur l'interprétation des restes. Je viens de regarder plusieurs travaux de photographes sur les grands feux qui ont eu lieu dans différentes régions du monde, et j'ai été frappé dans certaines images de voir que des tribus entières d'animaux s'étaient regroupées et sont morts bien sûr brûlés ensemble. J'ai pas pu m'empêcher de dire, mais quand on verra, on retrouvera ces choses, ou qu'on regardera ces photographies dans 100, 200, 300, 400 ans, comment on pourra les interpréter ? Voilà. Et c'est toujours le mystère de ce temps qui nous éloigne du fait. Mais moi, je rejoins ce que disait Marie. Je pense que il y a le savoir à partir des éléments qui sont constitués nous pousse à la production d'un récit cohérent, mais un récit. Hein. Et alors, science-fiction, moi j'aime bien citer Painlevé, qui est d'ailleurs cité dans l'exposition de la MEP sur les plantes en ce moment. Ça sert à quoi de parler de science-fiction puisque la science est déjà une fiction, hein, donc c'est exactement ça. Mais donc puis la science-fiction comme genre est le moyen de pousser les limites toujours de ce qu'on connaît pour imaginer. Et c'est là vraiment où la pensée de recherche-création, comme on dit aujourd'hui, est à la fois proche et différente. Parce qu'on parlait de forteresse tout à l'heure avec Sengers, mais en fait, la recherche-création, elle se fait sans champ disciplinaire au sens propre du terme. Alors que nos recherches en sciences humaines, sociales et en sciences dures, comme on dit, se font dans des labos dédiés, avec des axes de recherche, alors qui varient, qui évoluent, mais néanmoins qui servent avec des publications dédiées, etc. Et c'est là, je pense, où il y a à la fois une différence et un moyen de se rapprocher. C'est-à-dire que je pense que la recherche en art, elle va plus facilement aller vers le scientifique parce qu'elle est tout terrain d'une certaine manière. Et on le voit avec les résidences, elle est tout terrain, elle peut aller aussi bien dans tel ou tel domaine. En revanche, ce qui vraiment nous réunit, si je puis dire, c'est le peuplement, le repeuplement des imaginaires. Et c'est vrai qu'on peut se régaler d'une conférence ou d'un ouvrage savant sur ce qui nous rapproche aujourd'hui sur les cavernes, sur les occupations des cavernes. Combien de lecteurs sont devenus archéologues ou autres en lisant des comptes rendus d'exploration, etc. Donc la question de l'art est toujours compliquée, mais si on dégage un peu le mot et qu'on met la question de la création et la création des imaginaires, là il n'y a plus de difficulté d'une certaine manière. Mais le fait qu'on soit bousculé au moment où on découvre ou qu'une nouvelle hypothèse arrive, surtout si elle se confirme d'ailleurs, hein, comme on le voit avec les grands physiciens qui voient leurs hypothèses... Au bout de 30 ans. Oui, 30 ans, ou même avec Einstein, ça peut être un siècle. Oui, c'est ça, la science bouge pour plein de raisons, pour des raisons sociales, pour des raisons économiques. Il n'y a pas de connaissance en surplomb quelque part. Hein, elle est vraiment... Bon, aujourd'hui, on a besoin de comprendre ce qui distingue l'homme de l'animal. Marie est en train de travailler manifestement sur cette question à travers un objet très précis. On a envie qu'elle n'y arrive pas. Non, mais on a peut-être envie de voir ce qui nous rapproche de l'animal. Question pour Brian. Bon, moi aussi, j'ai fréquenté la taxidermie. Vous l'avez déjà dit en partie. Votre choix de représenter Caramel dans cette position-là, donc dans une position qui n'est pas d'attaque, dans une position qui n'est pas effrayante, parce que c'est vrai que moi je pense à plusieurs taxidermies que j'ai dans mon esprit des ours. L'ours c'était un animal qui était souvent taxidermé, on dit comme ça, dans une position d'attaque, d'effraie, d'animal qui faisait peur, qu'il fallait éviter. Donc, est-ce que c'est les fruits justement de vos études d'avoir regardé Caramel en vie, ou c'est aussi lié à l'ère du temps où l'ours n'est plus diabolisé, il n'est plus ridicule non plus, mais non plus diabolisé comme les loups. Bon, c'était ça ma question.
Oui, c'est des sujets que j'ai pu assez souvent aborder. Effectivement, en fait, on a souvent, et notamment nos visiteurs ont souvent affaire à des spécimens qui datent du 19e ou du début du 20e siècle, puisque c'est la majorité des spécimens naturalisés l'ont été dans nos institutions en quantité, dans le volume, dans cette période-là. Et dans cette période-là, sociétalement parlant, on avait un rapport à la sauvagerie ou au monde sauvage qui n'était pas tout à fait le même qu'aujourd'hui. Et effectivement, tout à l'heure je parlais d'une naturalisation comme étant une interprétation. Elle l'était tout à fait à cette époque-là, l'interprétation. Et elle nous disait, enfin, si vous voyez des ouvrages notamment de découvreurs, de naturalistes à l'époque des Lumières qui découvraient des territoires et qui nous décrivaient des animaux, notamment en Afrique et ailleurs, vous avez des descriptions qui font relativement peur, qui sont effrayantes. Et ça retranscrit notre peur, notre frayeur de ces espèces. Et aujourd'hui, je crois qu'on n'est pas tout à fait dans ce rapport-là. D'abord, on en sait beaucoup plus. Je pense que c'est aussi très très souvent ce qui nous effraie, c'est notre méconnaissance en fait. La méconnaissance nous fait souvent avoir peur à tort, et ça c'est quelque chose d'assez commun. Donc effectivement, on a une restitution. Juste un petit peu avant, j'avais fait un lion de l'Atlas, et lui aussi, il n'est pas tout à fait, je dirais, dans une attitude agressive. Et moi, je le dis très souvent, je dis mais quand vous êtes dans le milieu naturel, que vous voyez, vous suivez une martre qui se promène, qui est en train de chasser, vous la voyez pas en train de montrer les dents, et pourtant on la voit que comme ça quand dans les naturalisations, enfin on la voit beaucoup comme ça. Non, c'est comme nous, on passe pas notre temps à aboyer ou à crier après quelqu'un dans la journée. Ça peut arriver, voilà, ça peut arriver, mais en tant que primate, ça nous arrive parfois. Mais c'est pas représentatif de notre comportement. On est plutôt placide. Et après, voilà, si je me permets de rebondir sur ça, par rapport à ce qu'a pu dire tout à l'heure aussi Céline, concernant justement notre rapport au sauvage, et tout à l'heure tu disais qu'il nous effraie parce qu'il pouvait nous manger. Je pense que c'est aussi quelque chose qui est... l'ours qui nous mange, c'est quelque chose qui n'est pas vrai, enfin qui représente pas la réalité du tout. C'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'à un moment donné, la part d'animalité, l'Homo sapiens l'a laissé derrière lui. Je sais pas à quel moment. Je pense que c'est beaucoup sur ça qu'il se questionne aussi. Je pense qu'effectivement, à un moment donné, on pense à l'agriculture, au moment où on a commencé finalement à libérer du temps et à pouvoir penser sur le monde, sur nous-mêmes. C'est vraiment, je pense, le moment où on n'est plus dans la survie, mais on peut vivre tel qu'on l'entend et réfléchir et penser. Ça, c'est je pense, c'est ce qui définit Homo sapiens. Et puis en même temps, parce que souvent on a ces questions-là, la domestication, ce qui est de l'ordre de l'humain et du sauvage, en scindant les deux, je crois qu'à un moment donné, on a surtout, moi c'est comme ça que je le vois, c'est qu'on a surtout des comportements d'animaux qui, à notre égard, sont pas les mêmes qu'avec les autres espèces. Et c'est-à-dire que l'ours, comme le loup, comme tout un tas d'animaux qu'on estime comme effrayants, ont bien plus peur de nous que nous avons peur d'eux, en fait. Et ils prennent leur distance. Et ce qui me fait penser qu'on est un petit peu en dehors du jeu par rapport à ce qu'on a été, et qu'on a toutes ces interprétations du monde sauvage, c'est que quelque part, peut-être qu'on en est sorti, et c'est pas nous qui le disons, finalement, c'est eux. Mais juste pour rebondir peut-être sur ce que tu dis, sur cette place de l'animalité en nous, et ce que tu disais aussi, Michel, sur les questions de l'imaginaire. Ce que l'ours il nous apprend, et ce que les animaux en général nous apprennent, ils nourrissent notre questionnement sur notre propre identité. C'est-à-dire que l'ours, par exemple, on le voit depuis la nuit des temps, nous fait aussi nous questionner sur qui nous sommes. On l'imite. Dans les fêtes du Haut-Vallespire, on s'approprie les qualités qu'on lui donne de virilité et de sauvagerie pour voir le curseur, pour à un moment donné sortir de l'humanité et transgresser des codes sociaux, puis pour y revenir après. Donc quelque part, en fait, l'ours et les grands prédateurs, mais en général les animaux, on construit notre langage en nommant des animaux quand on est enfant. En nommant de l'anatomie, et puis en nommant des animaux, en nommant leurs cris. La vache, elle fait meu, le canard, il fait coin-coin, l'ours, il fait grrr. Et en fait, ils constituent aussi notre propre langage. Donc en fait, les animaux, et là, l'ours en l'occurrence, depuis la nuit des temps, nous aident à comprendre qui nous sommes, en fait. Il y a vraiment cette question de l'identité, et l'animal, il est indispensable dans la construction de notre langage, de notre identité, de notre intellect, en fait. Je pense qu'il est surtout indispensable à partir du moment où on a renoncé à notre part animale, au moment où on l'a enfoui, et que, effectivement, pour revenir à l'histoire des fêtes, qui n'est pas
spécifiquement le lieu de cette discussion, mais qui surgit puisque tu as travaillé là-dessus, c'est que ces moments de fête ont été depuis toujours des moments qui peuvent être même téléguidés par l'Église, téléguidés par les politiques. Ça va très très loin. C'est-à-dire que ce sont des moments où, de manière un peu circonscrite, on peut laisser l'humain se défouler. C'est si fort notre besoin de trouver la part animale, c'est que nous sommes corsetés et que cette part-là de nous, elle est partie très très loin. Alors je vous rappelle que là on a les coffrets des 3 artistes de la résidence qui sont disponibles et que les photographes sont là pour les dédicacer. Merci Andréina, merci Céline, merci Brian, merci Clément, merci Marie, merci Michel pour cette table ronde du matin. Depuis 2015, on a aussi voulu créer une collection de Toulouse, 9 coffrets, 25 livres. Elles sont diffusées par les éditions Filigrane, ce qui veut dire qu'elles se retrouvent partout en France, quasiment, sauf à Toulouse. Et les photographes auront le plaisir de vous les montrer, ne serait-ce que de les toucher. C'est une très belle collection, ce coffret. Bien sûr, je ne suis pas totalement objectif, mais il est magnifique, à la fois de sa facture, de ses contenus, vous l'avez déjà entreaperçu ce matin, et de cette idée de remettre dans un écrin livresque, puisqu'un livre, ça circule, peut-être beaucoup plus qu'une exposition, c'est une autre forme de trace, c'est une autre forme de voyage, d'invitation au voyage. Donc ces livres qui sont très accessibles, qui associent photographie, texte, dessin, croquis, en fonction des années, sont une autre manière de raconter ce que a essayé de faire et de construire et de co-construire la résidence 1+2. Puis les photographes qui ont de très belles signatures, notamment Céline qui maintenant fait que des griffades pour signer ses livres, sont là à votre disposition.